C'est l'histoire d'un homme en cavale, celle d'un policier qui, après avoir lutté contre le trafic de drogue, a succombé à la tentation. Car face à la pauvreté, la différence entre flics et voyous s'estompe. Interpol va fédérer les polices des 4 coins du monde pour arrêter l'un des leurs. Vous écoutez Interpol, la ligne rouge, première partie. Au début des années 80, les agents de la DEA, l'agence gouvernementale de lutte contre la drogue du bureau de Los Angeles, livrent une bataille acharnée contre la drogue. Jim Whitten appartient à la brigade des stupes du bureau du shérif du comté de Los Angeles. Le marché était inondé. Lorsque la police a intensifié son action en Floride, les importations se sont déplacées sur la côte ouest. Suite aux mesures prises dans l'est des États-Unis, les cartels de la drogue détournent leur sinistre trafic vers la Californie via le Mexique. Los Angeles est inondé de cocaïne. Les services du shérif pratiquaient près de 100 000 arrestations par an. 18 à 20 000 d'entre elles concernaient la drogue. Pendant les années 80, on a saisi plus d'argent liquide que jamais. D'énormes sommes correspondant à d'énormes quantités de stupéfiants. La police locale est débordée et la DEA intensifie son action. Darnell Garcia, l'un de ses agents, est en première ligne. C'est un policier expérimenté. Il a débuté à la police de Los Angeles avant d'être transféré en 1978 à la DEA. Victor Guerrero, l'ami de Garcia et son collègue au STUP, est toujours agent infiltré pour le FBI. Son identité doit être dissimulée pour des raisons de sécurité. Il était très expansif et avait terriblement confiance en lui. À un tel point qu'il donnait confiance aux autres. Darnell voyait la vie du bon côté. Pour lui, le verre était toujours à moitié plein, jamais à moitié vide. Garcia fait équipe avec 2 autres agents, Ed Williams et Brian Hartford. Les 3 hommes mettent quotidiennement leur vie en danger dans une lutte apparemment sans fin contre la drogue. C'est un travail dangereux dans lequel Garcia excelle. Il avait beaucoup de jugeote. Il semblait savoir exactement ce qu'il faisait. Terry Bowers, ancien adjoint du procureur, a travaillé avec Garcia. Quand il travaillait dans la clandestinité, il obtenait de très bons résultats. Je pense qu'il cultivait une image de dur. Originaire de New York, la famille Garcia s'installe à Los Angeles où Darnell suit des études secondaires. Il s'engage dans l'armée où il restera 3 ans en pleine guerre du Vietnam. Après l'armée, il rentre à Los Angeles pour reprendre ses études et se passionne pour les arts martiaux. Et il s'entraîne avec Chuck Norris, star de cinéma et champion d'arts martiaux, et s'apprête à devenir lui aussi un champion. Darnell s'entraînait très sérieusement et remportait de nombreux succès dans le circuit des arts martiaux. Il a fini par remporter les internationaux. Ensuite, Garcia suit les traces de son professeur et interprète plusieurs rôles au cinéma, dont l'un aux côtés de Bruce Lee dans Opération Dragon. Sa nature de battant fait de lui un bon policier. Mais à ses yeux, être un bon policier n'est pas suffisant. À Los Angeles, extrême pauvreté et fabuleuse richesse se côtoient. Et on doit vivre dans ce décalage. Pour les policiers qui sont quotidiennement confrontés à d'énormes sommes en liquide, la tentation est grande. Et ils doivent sans cesse résister, surtout quand ils ont une famille. Darnell veut avoir la belle vie, une vie que son salaire d'agent ne peut lui permettre. Il a pris un raccourci. Il voulait vivre dans l'aisance et il a trouvé le moyen de vivre la vie qu'il souhaitait, mais pour cela, il a dû renoncer à ses principes moraux. Garcia commence à prendre de l'argent liquide. Il considère ses revenus comme une prime pour les dangers et les inconvénients auxquels son travail l'expose. Je risque ma vie tous les jours pour le bien public et je suis mal payé, j'ai des ennuis.
Alors si je fauche 1 ou 2 billets dans un sac d'argent sale, qui va s'en apercevoir? Et où est le problème? Garcia débauche ses 2 amis, Ed Williams et Brian Hartford. Les 3 hommes s'aperçoivent rapidement qu'il est aussi facile de faucher de la drogue que de piquer de l'argent. Darnell Garcia était notre pire cauchemar. Si les hommes qui restent très longtemps infiltrés n'ont pas une morale à toute épreuve, ils ont tendance à franchir les limites. Dans les années 80, devant les fortunes qu'on pouvait amasser en vendant de la drogue, la corruption règne dans les rangs de la police. Garcia et sa bande y sont plongés jusqu'au cou et opèrent au sein de la DEA. L'agence ignore tout. Il n'avait aucun respect pour une agence qui lui payait un tel salaire. Il a trouvé le point faible qui allait lui permettre d'obtenir ce qu'il voulait, et il a saisi l'occasion qui se présentait. Garcia s'enhardit à chaque coup. En janvier 1983, Garcia et ses hommes détournent près de 500 grammes de cocaïne d'une saisie de la DEA. L'expérience acquise au cours des années passées à démanteler les trafics leur permet de dissimuler leur forfait. Quand vous êtes sur le terrain, vous apprenez les pratiques de la rue. Et quand vous choisissez cette voie, vous adoptez les mêmes techniques. Dans la rue, les dealers ont tendance à couper leur cocaïne avec du bicarbonate de soude pour en augmenter la quantité. Garcia adopte la même tactique. Après avoir vidé le sac de cocaïne de son contenu, il le remplace par du bicarbonate. Il prend soin de laisser suffisamment de cocaïne pour que les analyses détectent la présence de drogue, sans révéler que Garcia s'est servi au passage. Il a utilisé certains procédés qu'il avait appris en infiltration. Son plan fonctionne. Ses supérieurs ne soupçonneront jamais qu'un échange a été pratiqué. Au cours des 2 premières années, les opérations de détournement de drogue de Garcia représentent près de 300 000 $. Garcia utilise ce qu'il sait des enquêtes en cours pour s'approvisionner. Il surveille les hommes soupçonnés d'être des dealers. Et quand il sait où ils planquent leur drogue, il s'en empare avant que la DEA ne fasse une descente. Son plan est d'une simplicité étonnante. Il était persuadé de pouvoir s'en tirer. Agent Victor Guerrero. Il savait parfaitement que le trafiquant n'allait pas porter plainte. Et lui non plus. C'était ni vu ni connu. Garcia joue sur les 2 tableaux. Son insigne le met à l'abri de toute représaille de la part des dealers. Ancien directeur d'Interpol aux États-Unis, John Imhoff dirigeait dans les années 80 une équipe de stupes au sein du FBI. Ils sont toujours prêts à protéger leurs biens et possèdent de l'artillerie lourde. Mais dans l'ensemble, les trafiquants sont assez malins pour ne pas tuer de flics. Garcia semble intouchable. Avec le temps, Hartford, Williams et Garcia montent leur propre affaire. Ça avait marché quand il piquait de l'argent. Maintenant, ça marchait en piquant de la cocaïne. Le marché était prêt, il ne lui manquait plus que les bons vendeurs. Garcia sait parfaitement où les trouver. Il s'adresse à ses informateurs et leur demande désormais de vendre sa drogue dans les rues. Paradoxalement, lorsque vous luttez contre la drogue, vous êtes constamment en contact avec le milieu criminel. Un bon officier de police doit veiller à ne pas se laisser contaminer. Il est terriblement facile pour un agent travaillant dans la lutte contre la drogue de se mettre à en vendre, car il est en contact avec les dealers à longueur de temps. Garcia et ses acolytes mettent sur pied un réseau de distribution qui n'a rien à envier à ceux en place dans la ville. Les affaires sont bonnes, trop bonnes en fait. Les 3 hommes font des millions de bénéfices.
Cela représente de telles sommes que l'argent cesse d'être un but en soi, mais devient un problème. Il n'y a aucun lieu où le planquer. Le gouvernement y a veillé. Si vous déposez trop d'argent à la banque, vous allez attirer l'attention. Vous travaillez avec du liquide qui finit par devenir encombrant. Garcia doit trouver un endroit où cacher tout son argent. Comme tous les hommes à femmes, il embauche sa maîtresse, Wendy Bedford, secrétaire juridique, pour l'aider à blanchir ses bénéfices. Elle fait établir des chèques de banque de 9 900 $, un montant soigneusement choisi. La loi américaine exige de signaler au gouvernement toute somme excédant 10 000 $. Ayant amassé assez de chèques, Garcia cherche l'endroit où il pourrait mettre de grosses sommes à l'abri des regards indiscrets de la police. C'est en Suisse qu'il le trouve. En 1983, les trois hommes se rendent à Zurich. Ici, l'industrie bancaire est aussi puissante qu'elle est discrète. Et la discrétion, c'est ce que recherchent les clients tels que Darnell Garcia. Garcia, Hartford et Williams ouvrent chacun un compte bancaire numéroté. Lors de son premier dépôt, Garcia remet au caissier 12 chèques de banque pour un montant total de plus de 100 000 $. Une somme rondelette. Mais ce n'est qu'un début. À Los Angeles, dans les bureaux de la DEA, Darnell Garcia se sert de son insigne pour dissimuler un trafic de stupéfiants. En 1984, Garcia soustrait de grosses quantités de drogue à la DEA. 1 kilo à la fois. Il pense que l'agence ne remarquera jamais les disparitions. Selon les dires de son ami et collègue, il a une piètre opinion de son employeur. Il était très critique vis-à-vis de l'agence. Ses défauts, son manque de ressources, ainsi que son inexpérience et son inefficacité. En octobre 1984, la DEA découvre qu'1 kilo d'héroïne a disparu du service des pièces à conviction. Le responsable du service est le premier soupçonné, mais il nie avoir connaissance du méfait. Selon le registre, de nombreux agents ont accès au coffre, dont Darnell Garcia. La DEA ouvre une enquête interne et fait passer certains des suspects au détecteur de mensonges. Plusieurs agents refusent de passer le test. Garcia est l'un d'entre eux. Il a pu échapper au détecteur de mensonges où il aurait sans aucun doute échoué. On ne peut obliger personne à y passer. C'est ainsi qu'il a pu s'en tirer en faisant un pied de nez au type des affaires internes. En 1985, le détecteur de mensonges n'ayant donné aucun résultat valable, la DEA commence à enquêter sur tous les agents qui ont eu accès aux pièces à conviction. Même si la liste comprend Brian Hartford et Daniel Garcia, celui-ci ne ralentit pas pour autant. La cupidité s'était emparée de lui. Il pensait que la DEA ne découvrirait jamais ses agissements. Et cet excès de confiance en lui l'a rendu de plus en plus culotté avec le temps. Garcia reste à l'agence. Et en novembre 1985, après avoir surveillé plusieurs planques, les trois hommes sont prêts à passer à l'action. Ils ont pris pour cible l'un des plus gros trafiquants de Los Angeles. Les trois hommes estiment que cette descente va assurer leur avenir. Dans la planque, Garcia établit un record en trouvant près de 200 kilos de cocaïne pour une valeur à la revente estimée à 18 millions de $. L'une des plus grosses prises effectuées à Los Angeles. La plupart du temps, on ignore sur quoi on va tomber. Parfois, c'est saisissant. John Imhoff, ancien directeur d'Interpol aux États-Unis. Les sommes d'argent et les quantités de produits sur lesquels on tombe sont telles que c'est tout bonnement ahurissant. Mais ce jour-là, ni conférence de presse, ni photo aux côtés du maire. Garcia n'a jamais déclaré la saisie.
La DEA ignore totalement qu'elle a eu lieu. Garcia rafle toute la cocaïne pour alimenter son propre réseau de distribution. Les hommes vont planquer leurs millions de bénéfices outre-Atlantique. L'argent mal acquis part directement sur leur compte numéroté en Suisse. Garcia et ses acolytes font leur dépôt en liquide. Au moment où les trois hommes commencent à se croire intouchables, la police met dans le mille. En 1986, les hommes du bureau du shérif du comté de Los Angeles appréhendent 2 revendeurs connus. L'arrestation a l'air d'une opération de routine, jusqu'à ce que les revendeurs se mettent à table. Lors de l'interrogatoire, ils révèlent d'où vient la drogue. L'un de leurs fournisseurs s'appelle Brian Hartford. Les enquêteurs entrent ce nom dans leur base de données et découvrent que Hartford est un agent de la DEA de Los Angeles. Ils fouillent un peu plus et apprennent que Hartford est très proche de Darnell Garcia et Ed Williams. La DEA renforce la surveillance autour des 3 hommes. L'agence doit se montrer extrêmement prudente quant au choix des hommes participant à l'enquête. Enquêter sur l'un des nôtres est un véritable casse-tête. Certains agents ne doivent pas participer à l'enquête car ils risquent de faire partie de ses amis. Le suspect connaît tous les moyens qui peuvent être utilisés contre lui et il est à même de s'en prémunir. Les agents apprennent que Hartford fréquente régulièrement l'appartement que Garcia habite à Los Angeles, près des bureaux de la DEA. Ils interrogent une employée de la société de gérance qui les informe que Garcia paie toujours son loyer en liquide. Mais plus l'enquête se resserre autour des 3 hommes, et plus Garcia se révèle complexe. Apparemment, cet appartement n'est pas sa résidence principale. Une opulence inexpliquée est l'un des signes flagrants. Terry Bowers, ancien adjoint du procureur. C'est pourquoi on cherche une grande maison neuve, une nouvelle voiture, un bateau. Le genre de choses qui ne correspondent pas avec le salaire d'un agent. Ils apprennent qu'en 1987, Garcia a fait construire une maison pour sa famille à Ranchos Palos Verdes, un quartier huppé du sud de la Californie. Au début des années 80, un agent de la DEA gagnait environ 40 à 50 000 $ par an. Agent Victor Guerrero. Je suis allé voir sa maison. À cette époque-là, elle valait environ $1,5 million. J'ai prévenu Darnell et je lui ai dit « Apprête-toi à recevoir la visite de certains collègues, ils vont se demander comment tu t'es payé ça. » Garcia affirme à son collègue qu'un héritage lui a permis de faire le premier rapport et qu'il a emprunté le reste. Les enquêteurs s'intéressent à l'entourage immédiat de Garcia, espérant dénicher quelque chose ou quelqu'un de compromettant. Lorsqu'un individu s'engage sur la mauvaise pente et récupère de grosses sommes en liquide, il va devoir blanchir cet argent, ce qui est généralement plus facile s'il a une complice, une femme ou une maîtresse. Garcia a les deux. Le séduisant agent de la DEA est un adepte de la double vie, tant dans sa vie professionnelle que dans sa vie privée. Il n'est cependant pas évident que les 2 femmes soient au courant de ses activités illicites. Si Garcia est de connivence avec quelqu'un, il le cache bien. Les détectives qui le filent ne le voient jamais rencontrer aucun des dealers connus. Ils n'ont que des soupçons. Jusqu'à présent, Garcia ne leur a donné aucune preuve tangible d'une quelconque activité criminelle. Mais ces relevés téléphoniques leur fournissent une piste. Il appelle régulièrement un numéro à New York. La DEA demande l'aide de la police de New York. Le numéro est celui d'un ancien indique de la DEA devenu dealer, Howard Callon. La DEA interroge Callon, mais il nie connaître Garcia, Hartford ou Williams. N'ayant aucune confiance en lui, les enquêteurs fouillent son appartement. Quelques lettres et numéros griffonnés dans son carnet d'adresses sont éloquents. Il s'agit des initiales de Garcia et de son numéro de téléphone. Mis au pied du mur, Callon et sa maîtresse passent aux aveux. La DEA apprend qu'une grande quantité de colis express arrivent au domicile de Callon.
Il remonte la piste des colis jusqu'à une adresse à Los Angeles. Les colis sont envoyés par Garcia et son complice, Brian Hartford. Howard Callan confesse à la DEA que Garcia et ses hommes lui font parvenir la drogue par colis express. Il vend la drogue et renvoie l'argent par express en Californie. Le système est basique mais efficace. Les reçus du service de poste express fournissent aux autorités la preuve dont elles ont besoin pour arrêter les ripoux. Pour que Garcia et ses acolytes ne puissent se donner l'alarme, la DEA prévoit de procéder à des arrestations simultanées. Le 22 novembre 1988, après 3 longues années d'enquête, la police passe à l'action. Brian Hartford est appréhendé sans problème devant son domicile. Edward Williams est lui aussi arrêté. Tout comme son partenaire, il n'oppose aucune résistance. Pour terminer leur rafle, les autorités encerclent le domicile de Darnell Garcia. Ils ne trouvent rien qui puisse les mener au suspect. Seules quelques photos à la gloire de sa vie de rupin. Darnell Garcia, l'agent de la DEA devenu trafiquant de drogue, a mis les voiles. Vous écoutez Interpol, la ligne rouge, deuxième partie. En novembre 1988, Darnell Garcia, agent fédéral soupçonné de trafic de drogue, prend le large quelques heures avant son arrestation. Comment s'y est-il pris ? Seule une personne de l'intérieur a pu le prévenir de son arrestation imminente. Les enquêteurs interrogent les amis de Garcia et découvrent une seconde maîtresse, employée au palais de justice du comté de Los Angeles. Elle reconnaît avoir vu son mandat d'arrestation et l'avoir alerté. Mais elle ignore où il se trouve. La première déception, c'est d'apprendre qu'il a disparu. Terry Bowers, ancien adjoint du procureur. C'est terriblement frustrant car toutes les pièces de l'affaire sont en place et on ne peut pas mettre la main sur l'accusé. Les mois passent et le grand jury de Los Angeles rend 3 actes d'accusation prépondérants. Le comté de Los Angeles inculpe Garcia de 26 chefs d'accusation, dont association de malfaiteurs, possession et trafic de drogue, trafic de devises multiples et fraude fiscale. La DEA poursuit sa traque du fugitif et met sous surveillance son domicile, mais Garcia ne revient pas. Darnell Garcia est un sujet complexe, mais il est très difficile de fonctionner sous un nom d'emprunt, même pour un membre des forces de l'ordre. John Imhoff, ancien directeur d'Interpol aux États-Unis. Des tas de petits détails peuvent mettre la police sur la piste. La DEA fouille méticuleusement les dossiers personnels de Garcia et la liste de ses contacts. Ils maintiennent la pression et interrogent tous ceux qui pourraient savoir où il s'est enfui. Personne ne l'a vu, ni n'a entendu parler de lui. Lorsque 2 mois après la disparition de Garcia, la police reçoit un appel signalant qu'il a été aperçu dans un club du nord d'Hollywood. Impatientes de mettre un point final à cette affaire, les forces de l'ordre se précipitent dans les rues et dans les airs. Elles sont bien déterminées à ne pas le laisser filer une fois de plus. Il semble peu probable que Garcia soit encore à Los Angeles, mais avec un agent aussi roublard et arrogant que lui, on peut s'attendre à tout. Il estimait que la DEA et la police étaient nuls et ne pourraient pas le trouver. Il se croyait plus malin. Agent Victor Guerrero. Pour la seconde fois en 2 mois, les policiers font chou blanc. Ils ne sont pas prêts de mettre la main sur lui, ni de saisir ses mobiles. Et en juin 1989, Garcia est toujours en cavale. La DEA continue de surveiller sa femme Anita et son fils de 12 ans. Mais eux aussi disparaissent sans laisser de traces. Maintenant que sa famille est partie, la DEA soupçonne Garcia d'avoir coupé tous les ponts avec les États-Unis et de vouloir disparaître définitivement.
De nos jours, on peut se rendre n'importe où sur la planète très rapidement, et souvent très facilement si on est prêt à y mettre le prix. C'est pourquoi on essaie de remonter la piste des suspects le plus vite possible. Pour stopper sa course, les enquêteurs doivent trouver l'endroit où Garcia cache son argent et le saisir. La DEA met le nez dans ses finances. Selon ses documents, il aurait fait un emprunt à un homme d'affaires italien pour payer sa maison hors de prix. Il découvre rapidement que le prêt est un leurre. Garcia a falsifié les documents pour dissimuler le fait qu'il a payé sa maison avec de l'argent sale. Des recherches plus poussées révèlent la vraie source du financement, un transfert de 420 000 $ émis par une banque suisse en mai 1987. Au cours de l'enquête, la DEA demande à la Suisse de leur donner accès au compte de Garcia. Mais lorsque les autorités identifient la banque, il est trop tard. Garcia a fermé son compte. La DEA continue néanmoins de suivre la piste en étudiant soigneusement les documents financiers de Garcia. Les agents découvrent l'existence d'un second compte au Luxembourg. Ils pensent avoir peut-être trouvé Garcia et demandent l'aide d'Interpol. Le réseau d'Interpol est pratiquement illimité. Lorsqu'un message est émis, il est transmis à tous les pays. La plupart de ces pays ont les moyens de répandre l'information de manière à ce que toute personne inscrite dans un hôtel, franchissant une frontière ou faisant des transactions financières soit recherchée dans la base de données. Le Luxembourg est un minuscule pays, coincé entre la France, l'Allemagne et la Belgique. Mais sa petite taille cache un géant économique. Ici, Interpol et la police locale sont surchargés de dossiers. La position stratégique du pays et son rôle en tant que place bancaire en font une destination fréquente des criminels des 4 coins du globe. Les agents de la DEA prennent contact avec Pierre Connen, qui travaille pour Interpol au Luxembourg, et l'informe qu'il recherche Darnell Garcia. La DEA le considérait comme un individu extrêmement dangereux. Traquer un policier aguerri qui sait comment éviter d'être pris, c'est beaucoup plus difficile que dans le cas d'un criminel lambda. Connen se rend à la banque qui a émis les chèques. Mais ici aussi, il arrive trop tard. Garcia vient de fermer son compte. Le directeur de la banque se souvient parfaitement de cette transaction. Il a retiré l'argent en liquide. Il a mis plus de 3 millions de $ dans un sac en plastique. Et il a demandé au directeur de la banque de l'accompagner car il voulait lui montrer sa voiture. Le directeur l'a suivi. Il s'attendait à voir une belle voiture de sport. Mais point de Ferrari, juste une bicyclette. Le directeur reconnaît l'autocollant de location d'un hôtel. Connen devrait pouvoir tirer parti de ce petit indice. Johnny Moff d'Interpol. Aussi bon policier soit-il, Darnell Garcia restera toujours un étranger où qu'il aille. Il est américain, et là-bas, il passera beaucoup moins inaperçu qu'en Californie. Interpol peut en tirer parti. Garcia a été vu pour la dernière fois sur une bicyclette dont les agents d'Interpol remontent la piste jusqu'à un hôtel voisin. Les employés se souviennent bien de Garcia, il vient régulièrement. Connen retrouve la trace d'un appel passé à une agence de voyage depuis la chambre de Garcia. Nous sommes bien entendu allés à l'agence de voyage. Une jeune femme se souvient de Garcia. Il lui a donné beaucoup de travail. Ils ont pu l'identifier comme l'un de leurs clients qui avait quelquefois pris l'avion pour Paris.
Nous ne pouvions aller plus loin. Nous espérions seulement qu'il allait revenir. De nouveau, Conan s'intéresse à l'argent. Nous estimions que l'argent était encore au Luxembourg. Quand on retire plus de 3 millions de dollars en liquide dans un sac en plastique et que l'on repart en bicyclette, nous pensions qu'il était allé déposer l'argent sur un autre compte dans une autre banque. Mais l'enquête menée auprès des autres banques ne donne rien. Darnell Garcia n'a ouvert aucun compte. Que va-t-il donc faire de l'argent? Les autorités de Los Angeles ont une théorie. Quand on traque un fugitif, il est bon de connaître ses passions, ses hobbies, les sports qu'il aime. Ça peut aider à le dépister. Terry Bowers, ancien adjoint du procureur. Darnell Garcia aimait particulièrement le Grand Prix de France. Mais dénicher un homme dans la foule qui assiste au Grand Prix de France est une véritable gageure. Se déroulant en juillet près de Marseille, la course attire des milliers de spectateurs. C'est l'endroit idéal pour se noyer dans la foule et disparaître. La DEA et Interpol ne s'avouent pas vaincus. Ils passent au peigne fin toutes les réservations et les registres des hôtels du pays. À la recherche de Darnell Garcia. Le 3 juillet 1989, à Paris, moins d'une semaine avant le Grand Prix, les policiers français qui coopèrent avec Interpol et la DEA font mouche. En inspectant les registres, ils découvrent que la femme et le fils de Garcia sont descendus dans un hôtel parisien. Garcia est peut-être venu en France pour assister au Grand Prix. Il charge des agents de surveiller sa femme au cas où Garcia se montrerait. Mais tandis que la police française guette l'insaisissable fugitif, à moins de 400 km de là, au Luxembourg, Garcia commet une grossière erreur. Il se rend à l'agence de voyage pour se faire rembourser un billet d'avion. Il avait un jour acheté un billet aller-retour pour Paris qu'il n'avait pas utilisé. Pierre Conan, agent d'Interpol au Luxembourg. L'agence lui devait donc $200. Il veut être remboursé. C'est insensé de penser qu'un homme qui dissimule des millions prenne un tel risque pour une si petite somme. La jeune femme ne peut laisser Garcia s'échapper. Saisissant la première occasion, elle appelle la police. Elle prévient Conan que Garcia est sur le point de quitter l'agence et lui demande de faire vite. Conan la presse de faire tout ce qui est en son pouvoir pour retenir le suspect. On devait se rendre sur les lieux le plus vite possible. Mon coéquipier et moi-même avons attrapé nos armes et sauté dans une voiture. Depuis plus de 7 mois, Darnell Garcia échappe à la justice. Pierre Conan a enfin la possibilité de jeter le dangereux criminel en prison. Mais sans aucun renfort. Si ça se passe mal, une jeune femme risque d'être prise en otage ou peut-être pire. La situation était terriblement délicate. Nous ignorions s'il était armé. Nous nous sommes approchés et avons mis en joue en même temps. La première chose qu'il a vue, c'était 2 357 Magnum pointés sur lui. C'est sa cupidité qui l'a fait tomber. Il est retourné à l'agence pour $200. Après 7 ans de trafic de drogue illégale et 7 mois de cavale, Darnell Garcia est enfin derrière les barreaux. Mais la police est confrontée à un nouveau problème, faire extrader Garcia aux États-Unis. La DEA prend contact avec Marie-Jo Grottenraas au ministère de la Justice. Travaillant depuis longtemps avec Interpol, sa spécialité consiste à faire rapatrier les criminels arrêtés en Europe.
J'ai consulté notre traité avec le Luxembourg car nous ne l'avions pas utilisé depuis assez longtemps. Le traité était très ancien, tellement vieux qu'il n'évoquait même pas une éventuelle demande d'arrestation provisoire. En d'autres termes, le Luxembourg ne peut détenir Garcia en vue d'une extradition. Je ne voulais pas en rester là, alors j'ai appelé les autorités du Luxembourg pour leur demander ce que nous pouvions faire. Notre traité était très ancien et nous avions une véritable crapule chez eux, un cas très sérieux. Les autorités du Luxembourg retrouvent une loi leur permettant de détenir Garcia pendant 30 jours à la demande de Grottenrath si cette dernière peut leur apporter les preuves suffisantes de sa culpabilité. 30 jours, c'est mieux que rien, alors je leur ai fait la demande. Maintenant, pour obtenir l'extradition de Garcia vers les États-Unis, les autorités doivent présenter leur affaire devant un tribunal luxembourgeois, les 26 chefs d'accusation pour trafic de drogue, blanchiment d'argent et fraude fiscale. Mais les enquêteurs n'en ont pas fini. Ils n'ont pas retrouvé l'argent que Garcia était censé blanchir. Ils allaient devoir le relâcher au bout de 30 jours. Ils n'avaient pas le choix, quoi qu'il ait fait. Leur législation ne leur permettait pas de le garder plus longtemps. C'était une question de temps. Interpol et la DEA doivent se résoudre à ce que Garcia puisse leur échapper. C'est terrible de trouver un coupable et de ne pas le rapatrier. C'est une chose qui arrive parfois. Et on doit faire avec. Tandis qu'aux États-Unis, les autorités travaillent pour obtenir l'extradition, Conan garde Garcia à l'œil. Il espère qu'il va commettre une gaffe qui le conduira à l'argent. La femme de Garcia lui rend fréquemment visite. Mais elle n'est pas la seule. Après son arrestation, il a reçu la visite de sa femme. Et le lendemain, celle de sa maîtresse. Ou le contraire. Il y en avait une qui venait le matin et l'autre l'après-midi. Il ne faisait aucun doute qu'elles étaient toutes deux très amoureuses de Garcia. Ou du moins de ses 3 millions de dollars. Conan fait surveiller la maîtresse et la femme de Garcia, espérant que l'une d'entre elles le conduira aux 3 millions de dollars. Mais sans résultat. Ni l'une ni l'autre ne rentre dans une banque ou ne fait preuve d'un comportement suspect. Pierre Conan soupçonne la femme de Garcia de savoir qu'elle est suivie. Garcia lui avait sans doute appris à déjouer une filature. On arrivait à la suivre pendant une demi-heure, puis on devait arrêter. Bien déterminé à retrouver l'argent, Conan et son équipe se concentrent sur les documents que Garcia a laissés derrière lui. Nous avons étudié tous ses papiers. Il y en avait 2 valises pleines. Dans les valises, Conan déniche un nouvel indice. Dissimulé au milieu de notes prises par Garcia se trouve un numéro. La police remonte la trace du numéro jusqu'à une banque luxembourgeoise. La banque ne possède aucun compte au nom de Darnell Garcia. Mais en fouillant les registres, il découvre un compte avec près de 3 millions de dollars à l'un des noms d'emprunt de Garcia. Mais une fois de plus, le compte est vide. Cependant, le directeur de la banque se souvient de Madame Garcia. Sa femme était venue quelques jours après son arrestation, munie d'une procuration, et avait retiré tout l'argent de la banque. Apparemment, les 3 millions de dollars se sont volatilisés. La police fait passer le mot à toutes les banques du Luxembourg, leur demandant de vérifier tous les comptes ayant été ouverts ou fermés à l'époque de l'arrestation de Garcia. Plusieurs banques possèdent des comptes correspondant à la description. C'est la femme de Garcia qui a fait les dépôts. Il lui a remis l'argent pour qu'elle le mette à l'abri. La maîtresse de Garcia et elle-même ont ouvert plusieurs comptes à des noms différents. Conan et Interpol ont enfin mis la main sur le pactole. La DEA a désormais les moyens de faire sortir Garcia du Luxembourg
et de l'envoyer croupir dans une prison américaine pendant de très longues années. Anita, la femme de Garcia, est arrêtée, ainsi que sa maîtresse, et les comptes en banque sont saisis. La police du Luxembourg détient Garcia pendant 6 mois pour usage de faux passeports. À l'issue de cette période, la DEA, en collaboration avec le ministère de la Justice, utilise 6 chefs d'accusation pour possession et trafic de drogue pour faire enfin extrader Garcia aux États-Unis. À Los Angeles, Brian Hartford et Ed Williams plaident coupables pour trafic de stupéfiants. Hartford est condamné à 10 ans et Williams à 5 en échange de leur témoignage contre Garcia. La police du Luxembourg condamne la femme de Garcia à 4 ans de prison et sa maîtresse à 3 ans. Les 2 femmes se dérobent à la justice et à l'heure actuelle, elles n'ont toujours pas purgé leur peine. Le 15 novembre 1990, Darnell Garcia passe en jugement aux États-Unis. Son ami, Victor Guerrero, agent clandestin au FBI, témoigne contre lui. J'ai témoigné dans de très nombreux procès. C'est la première fois que j'ai dû témoigner contre un ami, mais je devais le faire. Il avait mis à mal notre amitié par ses agissements. Et en tant que policier, il est de mon devoir de confirmer ou d'infirmer les allégations faites contre un individu. Qu'il s'agisse d'un ami ou d'un ennemi, ne fait aucune différence. Le 16 avril 1991, Darnell Garcia est reconnu coupable d'avoir vendu de la cocaïne et de l'héroïne et d'avoir blanchi des millions de dollars de bénéfices dans des banques européennes. Il se voit infliger une amende de 1 600 000 $ et une peine de prison de 80 ans. Pendant des années, Garcia et ses acolytes ont trahi leur insigne en l'utilisant pour couvrir leur trafic de drogue. Les agents des stupes ont souvent la sensation d'essayer de vider l'océan à la petite cuillère. Certains ne peuvent pas résister à ce sentiment de frustration et deviennent cyniques au point de franchir la limite. Je pense que c'est ce qui s'est produit dans le cas de Darnell Garcia. Les 3 hommes ont fini par succomber à leur cupidité. La DEA, Interpol et la police du Luxembourg les ont mis derrière les barreaux, en compagnie de ceux-là même qu'ils avaient contribué à arrêter des années plus tôt. C'est l'histoire d'un trafic international d'œuvres d'art. Des voleurs bien organisés parviennent à dérober des toiles de maître dans de prestigieux musées en plein jour. Des tableaux inestimables qui voyagent de la France au Japon entre les mains de malfrats prêts à tout pour les faire disparaître. Interpol met tout en œuvre pour sauvegarder un patrimoine artistique qui n'a pas de prix. Vous écoutez Interpol, Impression Soleil Levant, première partie. France, octobre 1984. Minuit passé, le petit musée de Semur en Auxois a fermé depuis quelques heures. Mais il en faudrait plus pour arrêter ces collectionneurs d'art déterminés. Les malfrats ont bien préparé leur coup. Le musée n'a ni système de sécurité, ni barreaux aux fenêtres. Il n'y a rien pour les arrêter. Et ils savent surtout quelque chose, auquel la plupart des habitants ne prêtent même pas attention. Le modeste petit musée possède 5 chefs-d'œuvre du célèbre peintre du 19e siècle, Camille Corot. Comme ces pièces n'ont jamais été mises sur le marché, il est impossible de définir leur valeur marchande. Quand on travaille bien, on a droit à un pourboire. Aussi, un des voleurs décide d'empocher quelques pièces anciennes. Sans témoin, sans effusion de sang et sans effort, ils accomplissent leur méfait, s'emparant d'un petit trésor en œuvre d'art en quelques minutes. Au matin, quelques heures après le cambriolage, un employé du musée découvre le vol. Il alerte aussitôt la gendarmerie. C'est le sergent Jean Dassy qui reçoit le coup de téléphone. Les experts analysent le moindre centimètre carré du musée, en quête d'un outil oublié, d'un morceau de papier ou de quoi que ce soit susceptible de les aider.
Mais la simplicité du vol rend cette recherche d'indices d'autant plus difficile. D'après les traces de pas qu'on a retrouvées dans la cour sur le chemin de fuite, il semble qu'ils étaient plusieurs, donc au moins 2. Les gendarmes contactent l'inspecteur Toussaint Poggial de la police judiciaire de Dijon. Ce dernier, chargé de rechercher les biens culturels, est perplexe. J'ai travaillé sur des enquêtes de vols d'objets d'art, mais souvent des vols qui avaient lieu, non pas dans des musées, parce que généralement ils sont gardés, mais chez des particuliers. Mais ce petit musée de province qui n'ouvre que quelques mois par an n'a ni vigile, ni système d'alarme. Personne ne s'attendait à un tel acte. Il semblait effectivement que ces faits n'avaient rien de local. Nous pensions plutôt à un collectionneur privé qui avait repéré les tableaux et qui avait commandé à quelques malfaiteurs, moyennant finance, de voler ces tableaux. D'après les enquêteurs, le vol a duré moins d'une demi-heure. Le conservateur du musée remet à la police des photos des 5 coraux dérobés. Jeune homme à la casquette. Inspecteur. Puis, on trouve un nouvel indice. Une empreinte digitale sur une fenêtre. La police interroge le fichier des empreintes, mais ne trouve rien. Et le problème, c'est que c'est une trace qui n'était pas connue. Donc c'est quelqu'un qui n'était pas fiché. Alors, vraisemblablement, c'est une trace qui a pu appartenir à un visiteur du musée, tout à fait anonyme, et non pas à un des malfaiteurs. La police est également dans l'impasse, avec l'empreinte de chaussure qui manque de détails. On était vraiment, je dirais, dans le flou le plus complet quant à l'origine et aux auteurs de ce vol. Malheureusement, le marché pour écouler de telles œuvres d'art est énorme. John Imhoff est l'ancien directeur d'Interpol aux États-Unis. Le vol de biens culturels pose un problème énorme qu'on retrouve aussi dans d'autres délits, comme le blanchiment d'argent. En effet, un objet d'une grande valeur peut être dissimulé dans quelque chose de très petit. En plus de la laisser perplexe, ce vol met la direction du musée dans l'embarras. Les coraux volés attirent l'attention des experts des grands musées. Si la plupart des habitants de ce mur en Auxois ignoraient jusqu'à la présence de ces chefs-d'œuvre avant le vol, les cambrioleurs, eux, avaient manifestement surveillé leur arrivée. Au milieu des années 1980, les vols de biens culturels battaient tous les records, grâce à un marché international parallèle en pleine expansion. Derrière le trafic de drogue, derrière le trafic d'armes, eh bien on trouve les vols d'œuvres d'art, les vols d'objets d'art. Mireille Balestrazzi est l'ancienne chef de l'Office central de répression du vol d'œuvres et d'objets d'art. Il y avait beaucoup de vols d'objets d'art en France et que, au niveau notamment d'Interpol, il avait été préconisé la création de services spécialisés. Il y a là finalement l'hérédité de l'humanité est contenue dans les œuvres d'art. Pour la plupart des polices du monde entier, les vols de biens culturels passent après les crimes violents. Mais Interpol sait que les voleurs vendent souvent ces pièces pour financer des activités criminelles plus dangereuses ou des réseaux terroristes. Aussi, pour l'OIPC, un vol d'une telle importance nécessite une réaction immédiate. On fait une diffusion, ce qu'on appelle une diffusion internationale, d'avoir des photos des œuvres, et on fait une diffusion par Interpol de ces œuvres dans tous les pays qui sont affiliés à Interpol. Des œuvres d'art changent de propriétaire tous les jours, et Interpol doit s'assurer qu'elles tombent entre de bonnes mains. Pour avoir le droit de transférer une œuvre, vous devez vous assurer qu'elle est en règle. Pour ce faire, au niveau international, le meilleur outil, c'est la base de données de biens culturels volés d'Interpol. Si une œuvre d'art a été enregistrée dans la base de données, il y a de fortes chances pour que oui, il s'agisse d'une pièce volée. Mais malgré la recherche menée par Interpol au niveau mondial, les 5 coraux demeurent introuvables. Les coupables se sont apparemment bien cachés et leur vol tout en douceur de ce mur en Auxois est sur le point d'être éclipsé par un autre,
bien plus tape à l'œil. Ce tableau s'intitule « Impression soleil levant ». Ce chef-d'œuvre de Claude Monet a fait sensation lors de sa présentation en 1874. C'est lui qui a donné son nom au courant impressionniste. Il n'a tout simplement pas de prix. Pendant des années, Monet a gardé cette toile chez lui à Giverny. Aux côtés d'autres tableaux célèbres, il se trouve désormais au musée Marmottan dans le 16e arrondissement à Paris. Chaque jour, des centaines de visiteurs de toutes nationalités viennent admirer cette toile historique. Mais par un dimanche matin ensoleillé d'octobre 1985, des voleurs se mêlent à la foule. Et Impression soleil levant fait de nouveau la une. Les voleurs s'isolent un moment. Avant que quiconque ne remarque quoi que ce soit, et avant que les vigiles sans armes ne puissent esquisser un geste, les voleurs frappent, forçant tout le monde à s'allonger au sol. Puis, ils découpent Impression soleil levant de son cadre. En 5 minutes, ces cambrioleurs entrent dans l'histoire. Puis, ils sortent sans être inquiétés. Ils emportent 9 chefs-d'œuvre et se perdent dans les rues agitées de la capitale. Ces voleurs de tableaux ne sont pas des amateurs d'art, mais ils s'échappent avec plus de 15 millions d'euros en peinture. Ils ont découpé à la va-vite des chefs-d'œuvre comme Une baigneuse de Renoir. Mais aucune perte n'égale celle d'Impression soleil levant de Claude Monet. Ce vol émeut tout le pays. C'est un trésor national qui vient de disparaître. Emmanuel Deroux est journaliste d'investigation au journal Le Monde. Donc, c'est un vol qui a surpris beaucoup de monde parce qu'on ne pensait pas qu'un tel tableau puisse être volé. Le monde entier, si je me souviens bien, à l'époque, avait été très choqué qu'une équipe de malfaiteurs puisse se permettre de commettre un vol à main armée dans un musée. Mireille Balestrazzi a dirigé l'Office central de répression du vol d'œuvres et d'objets d'art. C'est un petit peu comme si on violait l'inviolable. En France, on ne s'attendait pas à ce style de vol. Les enquêteurs passent le musée Marmottan au peigne fin, dans l'espoir de trouver des indices. Mais les voleurs n'ont laissé aucune empreinte. Les autorités ne trouvent absolument rien. Du fait que le vol au musée Marmottan était à main armée, l'enquête a reposé essentiellement sur les témoignages, puisqu'il n'y avait pas de traces exploitables. Mais les gens n'ont pas eu le temps d'observer les hommes masqués. Les témoins peuvent seulement dire que les voleurs sont vraisemblablement français. Mais il y a pire. Ne s'attendant pas à un vol d'une telle audace, le musée coupait ses systèmes d'alarme pendant la journée. Pas de système de surveillance, pas de preuves tangibles et apparemment pas d'espoir. Quant aux tableaux découpés au canif, ils ne sont pas assurés. Les tableaux de Marmottan n'avaient aucune valeur, ils avaient toutes les valeurs. C'est-à-dire on ne peut pas donner une valeur à quelque chose qu'on considère comme un trésor national ou un trésor artistique mondial. En l'absence de toute piste, les policiers se tournent vers le monde parallèle des marchands d'art. Les contacts avec le milieu de l'art, le marché de l'art, où il y a des spécialistes qui entendent beaucoup de choses, qui voient beaucoup de choses, mais qui ne le disent pas forcément à la police. Donc multiplier les contacts pour essayer d'obtenir des renseignements, on va dire un petit peu secrets. L'enquête est dans une impasse. Ce vol inimaginable laisse tout le monde sans voix. En réalité, la grande masse des objets d'art qui sont volés sont des objets de qualité, je dirais, ordinaire, de qualité moyenne, qui sont facilement revendables. Les autorités espèrent qu'un tour de force d'une telle envergure ne pourra pas rester longtemps anonyme. Et de fait,
elle ne tarde pas à découvrir qu'Impression Soleil Levant est partie justement pour le pays du soleil levant. Au Japon, 13 mois après le vol au musée Marmottan, un braquage audacieux se déroule en plein jour. Il a lieu dans la matinée du 25 novembre 1986, dans le quartier commerçant à la mode de Ginza, à Tokyo. Devant le bâtiment de la banque Mitsubishi, c'est la routine. Un camion blindé vient déposer de l'argent. Puis, surgissant de nulle part, des malfrats attaquent les gardes des armées. Ils raflent plus de 300 millions de yens, soit plus de 2 200 000 euros. Personne ne réussit à les arrêter et les braqueurs se perdent rapidement dans la circulation. Un gros pactole, une fuite sans anicroche, ça ressemble fort au vol parfait. Mais Interpol va prendre les choses en main et prouver le contraire. C'était un vol audacieux, effectué juste devant une banque. Tomofumi Yamamoto a couvert l'enquête pour le journal Asahi Weekly. C'était la plus grosse somme volée dans toute l'histoire du Japon. Tout le monde était sous le choc. Tokyo, une des villes les plus embouteillées du monde, mais aussi une des plus sûres. Mais même ici, la sécurité n'est pas totale. La police japonaise s'attelle aussitôt à l'affaire. L'inspecteur Yasunori Ogata dirige la première section d'enquête de la police nippone. Les services de police de la ville de Tokyo sont sur les lieux en quelques minutes et se lancent à la poursuite des malfaiteurs. En quelques heures, ils repèrent le véhicule ayant servi à leur fuite. Dans un parking souterrain, ils découvrent la camionnette abandonnée. À l'intérieur, ils tombent sur une mine de preuves. Une tête d'oreiller, un drap, des casques, un grand manteau de marque étrangère et une couverture sur laquelle est cousue une étiquette portant une adresse. Cette couverture vient d'un magasin de location de linge de maison pour appartements meublés. Parmi les 49 personnes qui ont récemment loué des couvertures, les policiers trouvent une piste prometteuse. 2 Français avaient loué des couvertures. La boutique de location aurait normalement dû vérifier leur passeport, mais cette fois-là, elle ne l'avait pas fait. Inspecteur Yasunori Ogata. Les enquêteurs apprennent également qu'un étranger a récemment changé une forte somme d'argent, des francs en yens. 50 000 francs. 1 million de yens? Oui, j'en ai besoin pour ouvrir un restaurant français et pour louer un appartement. Votre passeport? Bien sûr. L'employé en fait une copie. Mais la police constate qu'il s'agit d'un faux. Vous écoutez Interpol, Impression Soleil Levant, deuxième partie. Les policiers continuent de chercher des indices et 2 jours plus tard, la chance leur sourit. Cette fois, près du monastère de Toyokawa dédié à Inari, dans un autre parking. Ils découvrent une partie du butin que les braqueurs ont abandonné derrière eux. 15 millions de yens, soit environ 110 000 euros. Le tout en billets de 1000 yens. L'inspecteur Ued Tsukamoto dirige le service des empreintes digitales. Le montant volé était de l'ordre de 330 millions de yens. Ça représente beaucoup de billets. Je me doutais que les coupures les plus petites, comme celle de 1000 yens, seraient trop lourdes à transporter. Les services de Tsukamoto commencent alors une tâche fastidieuse. Examiner les billets un par un pour y trouver des empreintes. Mais ces services ont récemment mis au point une méthode nouvelle pour accélérer le processus d'analyse.
Elle consiste à enduire les billets d'un produit liquide appelé ninhydrine, puis de les placer dans un livre qu'on enveloppe ensuite de plastique. En produisant de la chaleur, les micro-ondes développent les empreintes. Si on ne procède pas ainsi, il faut 2 à 3 jours pour faire apparaître les empreintes éventuelles. Avec cette méthode, 1 ou 2 minutes suffisent. Malgré tout, il faut 10 jours à l'équipe pour examiner les 15 000 billets. Mais ça n'est pas du temps perdu. Nous avons découvert 7 empreintes sur les billets neufs et 150 sur les usagés. L'inspecteur Tsukamoto s'appuie sur la base de données d'empreintes digitales récemment installée. Mais après comparaison, aucune ne correspond aux 7 millions d'empreintes qu'elle contient. L'autre piste laisse entendre que les malfrats sont étrangers. Tsukamoto a donc besoin d'une base de données plus importante et il sait où la trouver. La police contacte Interpol. Son fichier international regroupe les empreintes digitales des criminels de tous ses pays membres. L'OIPC intervient et identifie les suspects. Il s'agit de Philippe Jamin, Richard Leroy, Youssef Kimoun et Tifra Nordine. Tous les 4 sont originaires d'Aubervilliers, en banlieue parisienne. Et tous sont fichés pour vol de voiture et trafic de drogue. Grâce aux renseignements d'Interpol, la police japonaise apprend que ces hommes ont loué un appartement à Tokyo, mais qu'ils ont déjà plié bagages. L'inspecteur Yasunori Ogata découvre qu'ils ont quitté le Japon le jour du braquage de la banque. D'après les fichiers de l'immigration, ils sont partis pour Singapour. Comme nous savions que les truands étaient étrangers, nous avons déclenché une chasse à l'homme internationale. La police japonaise se lance donc aux trousses des braqueurs, mais elle va tomber sur quelque chose auquel elle ne s'attend pas. Et qui vaut beaucoup plus de 330 millions de yens. À l'autre bout du monde, les policiers français planchent toujours sur les 2 vols de tableaux. Mais après plusieurs mois de recherche, ils n'ont aucune piste pour retrouver les coraux disparus ou les toiles volées au musée Marmottan. Les mois passent et l'enquête ne progresse pas, aux grandes dames de Mireille Balestrazzi et de ses collègues de l'Office central de répression du vol d'œuvres et d'objets d'art. Ils craignent que les tableaux aient été détruits suite à de mauvais traitements. Puis, 7 mois après le braquage de la banque Mitsubishi, Mireille Balestrazzi entrevoit une lueur d'espoir. D'après certaines sources, les coraux doivent être échangés au Japon contre rançon. La piste japonaise est venue pour la première fois par un renseignement de l'ambassade de France qui avait été contacté par un intermédiaire qui proposait de négocier la restitution des tableaux contre remboursement, contre argent au gouvernement français. Les renseignements comme quoi les peintures se trouveraient au Japon ne surprennent pas la Française. Dans les années 1980, les nababs japonais ont fait flamber les prix sur le marché de l'art. Ces nouveaux millionnaires convoitent des pièces exceptionnelles pour étaler leur richesse. Et certains ne sont pas très regardants quant à leur provenance. Mais les vols ne se limitent pas aux biens culturels. En octobre 1987, la police de Tokyo se lance à la poursuite de Shinichi Fujikuma, recherché pour un vol de fourrure de plus de 150 000 €. Les policiers veulent l'interroger. Ils savent qu'il a purgé une peine de prison en France avec Philippe Jamin, un des suspects du braquage de la banque Mitsubishi. Ils veulent savoir si les 2 hommes ne sont pas en cheville.
La police découvre que Fujikuma travaille dans un restaurant. Pris par surprise et incapable de s'enfuir, Fujikuma est emmené au commissariat. Son lourd casier judiciaire le relie à la mafia japonaise, les Yakuza. Il passe aux aveux et communique des renseignements sur le braquage de la banque Mitsubishi. Son histoire commence en France, à la prison de la Santé, où il a passé 5 ans pour trafic d'héroïne. Doué pour les langues, il a commis des délits dans le monde entier. C'est à la Santé que Fujikuma a rencontré Jamin. Interpol découvre que Jamin dirigeait un réseau de voitures volées composé de petits malfrats qui avaient grandi ensemble à Aubervilliers. Au dire de Fujikuma, Jamin est ensuite passé dans la cour des grands. Jamin fait appel à son ancien camarade de prison pour l'aider à écouler les 5 tableaux de Corot qu'il a volés à Semur en Auxois. Fujikuma remarque des éclats de peinture sur les toiles. Jamin et ses comparses ne les ont pas bien enroulés au moment du vol. Mais le Japonais accepte de les fourguer du mieux qu'il pourra. Il explique ensuite aux policiers qu'il a eu plus de mal que prévu pour écouler les tableaux. Il n'a réussi à en vendre que 3 sur les 5 et a dû expliquer à Jamin qu'il ne trouvait pas d'autres acheteurs pour les toiles volées. Mais le Français n'accepte pas cet échec. Il insiste pour que Fujikuma honore le contrat, quitte à payer lui-même le prix des tableaux. Fujikuma explique alors aux policiers que c'est à ce moment-là qu'il a décidé de cambrioler le fourreur. Pour trouver l'argent de Jamin, il dévalise donc sa boutique. Mais la transaction a des conséquences inattendues. En voyant avec quelle facilité le Japonais a exécuté son coup, Jamin décide de faire un braquage au Japon. Il fait appel à leur roi, Kimoun et Nordine, et s'attaque à la banque Mitsubishi, empochant les 330 millions de yens. Fujikuma jure aux policiers qu'il n'a eu qu'un rôle de conseiller dans le braquage et qu'il n'a pas participé. Mais ils n'ont aucune raison de le croire, au contraire. Muni d'un mandat, il procède à une perquisition à son domicile en quête d'un lien entre le braquage de la banque et le vol des coraux. Et là, il décroche le gros lot. Ils mettent la main sur un catalogue du musée Marmottan, l'endroit où a eu lieu le second vol. Dans ce catalogue, certaines peintures étaient entourées en rouge. Tomofumi Yamamoto, journaliste au journal Asahi Weekly. Une vérification auprès d'Interpol confirme les soupçons des Japonais. Il s'agit bien des tableaux dérobés au musée. Cette preuve relie Fujikuma et le gang de Jamin au 2e vol d'œuvres d'art en France. Interpol publie des notices rouges, ce qui place les suspects en haut de sa liste des individus les plus recherchés. Leurs noms et leurs photos sont envoyés dans tous les pays membres de l'OIPC. Interpol prévient également Mireille Balestrazzi et son équipe. 5 ? Ok, merci beaucoup. Au revoir. Et les bonnes nouvelles continuent de tomber. Ils ont retrouvé les 5 coraux. Les autorités ont localisé les 5 coraux. En vertu de la loi japonaise sur la bonne foi, si une personne détient un objet volé pendant plus de 2 ans sans que son propriétaire ne le réclame, cette personne en devient le propriétaire légitime. Mireille Balestrazzi et Toussaint Podjal s'apprêtent à s'envoler pour le Japon pour essayer de ramener les tableaux en France. Mais ils ont besoin de l'aide d'Interpol pour démêler ce problème. Car si les 2 pays sont membres d'Interpol, leurs lois sont en opposition. Les œuvres d'art volées qui traversent les frontières posent un problème particulier. John Imhoff est l'ancien directeur d'Interpol aux États-Unis. Ce qui est un délit dans le pays victime peut ne pas l'être dans le pays de destination. Interpol ne peut faire appliquer la loi que dans le cas où l'acte est considéré comme un délit dans les 2 pays.
Les autorités françaises demandent malgré tout à l'OIPC d'épauler l'équipe qui va négocier à Tokyo. En échange, elles acceptent de respecter les lois japonaises et les policiers s'envolent pour récupérer les peintures. Les suspects ayant des accointances avec la mafia japonaise, une réaction violente de sa part est à craindre. Les policiers japonais ont peur pour la sécurité de leurs homologues français. Nous ne pensions pas être en danger. Mais pour nos collègues japonais, eux, ils estimaient que nous courions un danger. Donc, ils ont fait tout ce qu'il fallait pour nous protéger et ils nous accompagnaient en permanence. Mêlant adroitement diplomatie et droit, Mireille Balestrazzi négocie sans relâche pendant 3 semaines la restitution des tableaux. Madame Balestrazzi a mené toutes ces négociations, je dirais de main de maître, arrivé à convaincre nos collègues japonais, et notamment les autorités japonaises, que nous avions besoin des tableaux en France. En effet, elle parvient à récupérer 4 des 5 toiles. Seul, un galeriste refuse de rendre son tableau, arguant que la loi sur la bonne foi fait de lui le propriétaire de plein droit. Mais Mireille Balestrazzi ne se laisse pas démonter. Elle fait appel à son sens de l'honneur et lui assure que la restitution du tableau lui vaudra la reconnaissance de tous. Lors d'une conférence de presse, le galériste remet la peinture et son titre de propriété. L'honneur est sauf. L'étoile de Corot retrouve le musée de Semur en Auxois. Mais les coupables échappent à la justice et l'autre vol demeure encore non résolu. Impression Soleil Levant et les 8 autres tableaux du musée Marmottan sont toujours dans la nature. Les autorités françaises pensent que Jamin et ses comparses sont les auteurs du vol. Ce gang de criminels endurcis est passé maître dans l'art de disparaître. Et quand il frappe, il est généralement trop tard pour réagir. Puis, un des suspects, Richard Leroy, est abattu devant son appartement parisien. Apparemment, il s'agit d'un règlement de compte. Dans cette affaire-là, beaucoup sont morts finalement. Beaucoup de ceux que nous avions notifiés sont morts depuis. Mireille Balestrazzi, ancienne chef de l'Office central de répression des vols d'œuvres et d'objets d'art. Mort violente, assassinée. C'est à Interpol de poursuivre les criminels et de sauver les peintures. Et peut-être quelques vies humaines. Paris, 1988. 3 ans après le vol au musée Marmottan, l'enquête des autorités françaises progresse. Voilà. Un des suspects, Tifra Nordine, fait la demande d'un nouveau passeport. Mais lors du contrôle de routine, le fonctionnaire de police découvre son nom dans les notices rouges d'Interpol. Lorsque Nordine revient chercher son nouveau passeport, il est interpellé. Par la suite, un informateur prévient la police que le chef du gang, Philippe Jamin, se terre au Mexique. Interpol prend le relais et travaille en étroite collaboration avec les autorités mexicaines. Lorsqu'un pays membre d'Interpol apprend qu'un fugitif réside sur son territoire, il doit se poser 2 questions. John Imhoff est l'ancien directeur d'Interpol aux États-Unis. La première, s'agit-il bien de l'individu recherché dans l'autre pays? La seconde, les délits pour lesquels il est recherché peuvent-ils donner lieu à une procédure d'extradition? Interpol apporte son soutien en s'assurant que le renseignement est fourni en temps utile. Les policiers mettent le suspect en garde à vue. Il n'y a pas d'accord d'extradition entre la France et le Mexique, mais Interpol espère pouvoir faire revenir Jamin en France. Mireille Balestrazzi, elle, attend ce moment depuis longtemps. Elle espère que Jamin sera l'élément qui lui permettra de retrouver Impression Soleil Levant et les 8 autres toiles du musée Marmottan, disparues depuis bientôt 3 ans. Mais Jamin ne parlera pas. Mireille Balestrazzi s'adresse à nouveau à Interpol, qui l'aide à obtenir les factures de téléphone de Tokyo.
Elle y découvre le numéro d'un homme qui a essayé par le passé de vendre Impression Soleil Levant. Cet homme a passé plusieurs appels à un individu installé à Porto Vecchio, en Corse. Cet homme, Pierre Comiti, travaille à mi-temps comme barman. Mireille Balestrazzi apprend que c'est peut-être lui qui détient les peintures du musée Marmottan. Elle se rend aussitôt en Corse pour exploiter cette piste. Elle fait preuve à nouveau de persuasion et de ténacité. Et Comiti la conduit jusqu'aux peintures dérobées au musée parisien, y compris Impression Soleil Levant. Après 5 ans d'efforts, elle touche enfin au but. Les peintures quittent la Corse pour revenir à la capitale. Mais l'enquête laisse les autorités sur leur faim, car il n'existe pas assez de preuves pour mettre les suspects en examen pour vol. Nous n'avons jamais eu de preuves, mais simplement une série d'éléments de preuve, une série d'informations, parfois des témoignages qui, mis bout à bout, nous font penser que c'est bien eux qui sont l'auteur. Philippe Jamin et Tifra Nordine passent en procès pour le braquage de la banque Mitsubishi. Mais leurs empreintes sur les billets volés sont le seul indice qui les relie au délit. Ils ne sont donc condamnés que pour recel. Et ils ont déjà purgé leur peine. À ce jour, Youssef Timoun n'a toujours pas été retrouvé. Mais pour Mireille Balestrazzi, ce qui comptait le plus, c'était récupérer l'étoile. Elle allait bientôt rejoindre l'organisation qui l'avait aidée à les retrouver. En effet, en 2002, elle devient membre du comité exécutif d'Interpol. Le vol de biens culturels reste un problème mondial, car il finance le terrorisme et le crime organisé. À l'heure actuelle, la base de données d'Interpol contient 11 000 pièces volées dans le monde entier. Beaucoup ne seront jamais retrouvés, mais Interpol ne cessera jamais de les chercher. C'est l'histoire d'un homme en cavale qui entraîne sa petite amie éperdument amoureuse dans sa course. Une série de braquages de banques, un bandit assoiffé d'argent et une gentille fille qui tourne mal, voilà les éléments qu'ont les policiers pour commencer leur enquête. Interpol leur prête main forte pour traquer le couple à travers le monde. Vous écoutez Interpol, sous influence, première partie. 12 août 1997, Scottsdale, en Arizona. 10h45, l'activité est normale dans une agence bancaire, quand soudain... L'homme, armé, menace de tuer quiconque tenterait de donner l'alarme. Il leur donne aux caissiers de vider leur tiroir-caisse et de se coucher au sol. Il donne l'impression de vouloir les exécuter. Mais au lieu de cela, il s'enfuit avec 32 000 $ en espèces. Encore sous le choc, les caissiers attendent que la voiture démarre sur les chapeaux de roue pour fermer l'agence et donner l'alarme. La patrouille la plus proche met plusieurs minutes à arriver. L'inspecteur de la police criminelle de Scottsdale, Tom Van Meter, capte lui aussi l'appel. Je me souviens être sorti en courant pour me rendre sur place, parce que c'est le rêve de tout policier de pouvoir prendre quelqu'un sur le fait. Mais l'homme armé a déjà filé et se déplace rapidement. Il s'arrête sur un parking où il abandonne la voiture qui lui avait permis de s'enfuir. Il a tout bien préparé et fait diversion pour brouiller les pistes. S'il ne peut distancer les policiers à ses trousses, il peut tout au moins les ralentir en essayant de disparaître derrière une boule de feu et en profitant de la confusion. Les opérateurs d'urgence expédient des pompiers et des renforts de police vers le brasier, tandis qu'une poignée de policiers est chargée d'inspecter le lieu du crime.
Cela fait beaucoup de choses à gérer en même temps. Scottsdale est une petite communauté au sud de la ville et on n'a pas suffisamment d'effectifs pour répondre à tous les appels. Lorsque le premier policier arrive à la banque, les employés, paniqués, lui font un compte-rendu du hold-up. Le visage du voleur était masqué par un bas, et les victimes ne peuvent en faire qu'une description très vague, mais ils se souviennent de ce qu'il portait. Malgré ces maigres renseignements, la police fait passer le mot. La description correspond à celle d'un individu qui a été vu près de la voiture en feu. Un homme blanc, athlétique, avec des cheveux bruns clairs, portant une chemise blanche et un jean. La police de Phoenix a dépêché un hélicoptère vers Scottsdale afin d'aider aux recherches. Alors qu'ils survolent la scène, les pilotes remarquent une berline de couleur noire qui s'éloigne à vive allure du lieu de l'incendie. Le policier Larry Alas la suit à distance pour ne pas se faire remarquer. On essayait de suivre ce véhicule le plus discrètement possible parce qu'on ne voulait pas qu'il sache qu'on savait où il était. On a donc fait notre possible pour rester toujours derrière lui. Il ne peut pas appeler directement la police de Scottsdale pour donner ses coordonnées. À tout moment, il risque d'être repéré. Comme la police de Scottsdale n'avait pas du tout le même système radio que celle de Phoenix, ça posait un problème de coordination de l'information avec leurs équipes au sol. Le délai s'avère trop long et il se fait repérer. Le suspect change brutalement de direction pour tenter de déjouer la surveillance. J'ai pris vers l'est pendant un moment, puis je suis retourné à l'ouest. Je pense que le conducteur avait peut-être remarqué notre présence et qu'il voulait savoir si on le suivait vraiment. L'hélico continue à le suivre à la trace en transmettant sa position, jusqu'à ce que la voiture s'engouffre dans un centre commercial. Malheureusement, tout à coup, le véhicule a pénétré dans un parking souterrain et nous l'avons perdu de vue. Pendant ce temps-là, l'inspecteur Van Meter supervise et coordonne l'activité de la police au sol. On avait des milliers de choses à faire en même temps, et le plus vite possible. J'avais des équipes à la banque, d'autres sur le lieu de l'incendie pour me fournir des informations sur la voiture qui était en train de brûler. Et puis le FBI m'a rejoint au centre commercial, et nous avons commencé à travailler ensemble pour tenter de localiser le suspect. Les policiers retrouvent dans le parking le véhicule que l'hélico suivait. Rien n'indique qu'il ait un lien avec le hold-up, si ce n'est ce qu'il recèle à l'intérieur. Sur le siège avant du passager, il y avait un sac à dos avec plein de devises qui dépassaient. Il y avait aussi un collant posé au-dessus des billets. C'est la bonne voiture, mais aucune trace du voleur ni de son arme. Il a dû se faufiler dans le centre commercial ou bien alors utiliser un troisième véhicule qui était caché dans le parking. Par conséquent, il peut être n'importe où. C'était plutôt chaotique. Il y avait la police de Scottsdale, puis celle de Phoenix et le FBI. Sans oublier le service de sécurité du centre commercial. Le quartier commercial couvre 4 pâtés de maisons, soit 200 grands magasins, des milliers de badauds et de clients. Pour tout indice, la police n'a qu'une vague description. Ça et la voiture. Mais le bandit continue de changer d'apparence. L'inspecteur Van Meter trouve le récépissé d'un scanner de police, preuve que le type a bien fait son travail. Puisqu'il captait nos messages radio, il savait forcément qu'on le poursuivait. Il était donc au courant pour l'hélico. Mais peut-être qu'il ne s'y attendait pas et que ça l'a poussé à commettre une erreur, ce qui expliquerait qu'il ait abandonné son butin. En fouillant l'intérieur de la voiture, Van Meter fait une autre découverte intéressante, un portefeuille. Il contient la carte d'identité d'un certain Craig Pritchard. Cela soulève une nouvelle question. Le portefeuille appartient-il au suspect ou l'a-t-il laissé là exprès pour se débarrasser des enquêteurs? Ceux-ci n'en ont pas la moindre idée, mais cherchent aussitôt à éclaircir ce point. Ils entrent le nom de Craig Pritchard dans la base de données de la brigade criminelle. J'ai chargé quelques policiers d'opérer des vérifications afin de savoir si celui que je pourchassais en était à son premier hold-up.
ou bien si c'était une personne déjà recherchée et qui se trouvait maintenant quelque part autour du parking, ou peut-être même à l'intérieur du centre commercial. Qui que ce soit, il est armé. La sécurité alerte tous les magasins auxquels elle recommande la plus grande vigilance. Les employés d'un magasin de vêtements pour hommes sont les premiers à appeler. Un client vient juste de leur acheter de nouveaux habits et leur a laissé les vieux, qui correspondent à ceux que portait le suspect dans la banque. Alors que les minutes passent, la police prépare un descriptif remis à jour, destiné aux nombreux services de police et à tous les magasins du centre commercial. We have a wanted fugitive, described as a white male, at 180 pounds, 5'10". L'inspecteur Van Meter coordonne les opérations à partir du garage. Cela peut paraître fou, mais il semble persuadé que le voleur va revenir ici. Je suis resté près de la voiture. Dans le passé, j'avais déjà vu des gens faire le tour du quartier, puis rejoindre leur voiture et s'en aller. Mais ce gars-là est un véritable caméléon. Van Meter apprend qu'il a encore changé d'habit. Ce n'est donc pas un novice. Il réfléchit, il ne panique pas. Il se dit « Qu'est-ce que je fais maintenant ?» Et il change de vêtements. Quelqu'un va sans doute me voir comme ça, il faut que je recommence. Vous savez, pour un pilleur de banque, changer 3 fois d'habit, c'est pas mal. L'inspecteur obtient enfin les renseignements qu'il attendait. Après vérification, il s'avère que Craig Pritchard n'en est pas à son premier hold-up dans une banque et qu'il a déjà agi plusieurs fois avec violence. La police ne veut pas que le hold-up soit suivi de violence. Or, coincer Pritchard dans un magasin bondé risque de conduire au désastre. Le pire des scénarios aurait été de se retrouver face à face avec lui et qu'il veuille mettre un maximum de nos hommes en danger. Ou bien qu'il prenne un otage pour tenter de s'enfuir et qu'une personne innocente soit blessée ou tuée. Mais la confrontation avec le bandit n'aura pas lieu de sitôt, car pour cela, il faudrait déjà lui mettre la main dessus. Nous savions qu'il était armé, qu'il était dangereux et qu'il pouvait être violent. Les policiers envahissent le quartier. En vain. Après 6 heures de recherche frénétique, Van Meter rappelle ses hommes. De toute évidence, Craig Pritchard leur a filé sous le nez. Il s'agit à présent d'enquêter minutieusement sur la vie du suspect. Et pour commencer, la police se rend à sa dernière adresse connue, un appartement dans Scottsdale. 2 noms figuraient sur le contrat de location, celui de Craig Pritchard et celui de sa petite amie. On l'a contactée à son travail, et quand elle est rentrée chez elle, je suis allé lui parler. Je me suis présenté et lui ai expliqué la raison de notre présence. Je lui ai dit que le temps pressait. Ce n'était plus le moment de faire la maligne. Il fallait absolument qu'on retrouve Craig Pritchard avant qu'il ne blesse quelqu'un. La jeune fille sait que Craig a un casier judiciaire, mais jure ses grands dieux qu'elle ne savait pas qu'il avait l'intention de braquer la banque de Scottsdale. Elle prétend qu'il l'a appelé un peu plus tôt dans la journée. Au téléphone, il avait l'air contrarié et il lui a annoncé qu'il ne se reverrait plus. Elle nous a ensuite fourni les renseignements de base sur Craig, sa famille, ses amis, ses relations dans le coin. Cela nous a permis de poster des hommes près de la maison de ses parents, le boulot de son père et la maison de sa sœur. Nous avons donc commencé à surveiller ces endroits en nous demandant comment il allait se sortir de là, comment il allait quitter la ville. La police fait également appel au public. On a essayé d'avoir le plus de reportages possible afin qu'on le voie au journal télévisé. Ce soir-là, l'histoire fait la une des informations régionales. Résultat quasi immédiat. Les serveurs d'un bar situé près du centre commercial reconnaissent la photo de Pritchard et téléphonent à la police. Je suis allé leur parler et ils m'ont appris que l'individu en question était entré dans le bar juste après le braquage de la banque. Selon eux, Pritchard a bu plusieurs verres et passé quelques coups de fil. Ils m'ont dit que durant tout le temps où les policiers avaient cerné le centre commercial, il n'arrêtait pas de regarder par la fenêtre. Il est reparti au bout de quelques heures en emportant avec lui un grand sac. La police pense qu'il a appelé quelqu'un qui est venu le chercher en voiture et qu'il a quitté le coin sans que personne n'y prête attention. Pritchard étant en fuite, la police a besoin d'en savoir davantage sur son passé. Par chance, elle n'a pas à chercher bien loin. Des collègues policiers, y compris le chef adjoint, étaient allés à l'école avec Craig Pritchard.
J'ai ainsi pu entendre des tas d'histoires sur lui, obtenir toutes les informations que je voulais, et cela m'a aidé. Pritchard était une star du baseball. Il a même tenté de passer professionnel, jusqu'à ce qu'un dénommé Barry Bond rejoigne l'équipe. Éclipsé par la nouvelle recrue, Pritchard abandonne alors ses études, puis sa femme et ses enfants. Michael Kemp, adjoint du secrétaire d'État à la justice. Alors que tout semblait réussir à Craig Pritchard, il s'est mis à braquer les banques pour une raison que j'ignore. En juin 1996, après 5 ans d'incarcération au centre pénitentiaire de l'Arizona pour vol à main armée dans des banques, Pritchard est relâché. À peine 1 an plus tard, il récidive. Peut-être préparait-il son retour depuis déjà longtemps. En général, il y a un problème sous-jacent, soit la drogue, soit le jeu. Mais dans son cas, on n'avait pas vraiment de preuves qu'il se soit adonné à l'un ou à l'autre. Alors pourquoi s'était-il spécialisé dans les braquages de banques? C'est un moyen facile de se procurer beaucoup d'argent. Les enquêteurs contrôlent hôtels, voitures de location et cartes de crédit, tout ce qui peut les mener sur une piste. Le FBI intervient. À partir du moment où le FBI était impliqué, on a fait paraître un communiqué national, avec une brève description du hold-up, des photos et une description de Craig Pritchard. Pritchard ayant été arrêté pour son premier vol à main armée alors qu'il embarquait pour l'Australie, les autorités alertent tous les postes frontières et les aéroports internationaux. Il fallait remuer ciel et terre pour le retrouver rapidement, parce qu'on était presque sûr qu'il n'allait pas chercher un vrai travail, mais qu'il allait recommencer à faire ce qu'il faisait avant. Inspecteur Tom Van Meter. Et il ne fera que progresser dans ce domaine, surtout avec de l'aide. Quelques semaines plus tard, Pritchard arrive au Nouveau-Mexique. Il rencontre dans un bar un représentant de commerce ambitieux, avec qui il commence à discuter. Puis l'homme lui présente sa sœur, Nova Guthrie. Nova et Pritchard s'entendent bien. La jeune fille, qui a été élevée dans la religion et les valeurs conservatrices, vient de terminer ses études et elle a envie de goûter à l'aventure. Craig Pritchard répond à ses attentes au-delà de toute espérance. Halloween 1997, Durango, dans le Colorado. Il est 16h30. Les caissiers de la banque s'apprêtent à fermer l'agence. Avant de verrouiller les portes, ils débranchent le système de vidéosurveillance et Pritchard entre en action. Il contourne les tiroirs-caisses qui renferment les billets marqués, puis il ordonne aux caissiers d'aller à la salle des coffres. Il leur ordonne de remplir son sac de grosses coupures. Pritchard est en contact permanent avec sa nouvelle complice. À l'extérieur, Nova fait le guet. Là encore, Pritchard menace de tuer tout le monde à la moindre incartade et leur donne l'ordre de se coucher face contre terre. Mais cette fois, il les attache avec des liens zippés en plastique. Tout s'est passé en un éclair. Les truands ont empoché 64 000 $ en quelques minutes, soit le double de la somme volée à Scottsdale, et grâce à la présence d'un conducteur, ils peuvent s'enfuir plus tranquillement. Lorsque les caissiers réussissent enfin à se libérer et déclenchent l'alarme, les policiers de Durango foncent sur les lieux. N'étant pas au courant de la situation, ils prennent position à l'extérieur, au cas où le braqueur retiendrait des otages. Tom Boyce, inspecteur de police. Notre premier souci est la sécurité des personnes. Les braqueurs sont-ils encore à l'intérieur? Existe-t-il encore une menace pour les employés ou tout autre citoyen dans cette zone proche? Le central appelle la banque pour demander de faire sortir un employé. Une fois que celui-ci a confirmé que le braqueur s'était enfui sans prendre d'otage, l'enquête peut commencer. La police apprend que l'homme armé est entré dans l'agence au moment même où les caméras de surveillance étaient débranchées, certainement pas par hasard. Par ailleurs, il portait un masque, pratique pour passer inaperçu le jour d'Halloween. Et il n'était pas seul, un chauffeur l'attendait dehors et faisait le guet. Le caissier avait entendu un message radio. Une voix qui disait qu'il y avait quelqu'un qui se baladait dans le coin.
Le braqueur n'a laissé pratiquement aucun indice, rien qui permette de l'identifier. On n'a retrouvé que des liens souples utilisés pour attacher les poignets et les chevilles des victimes. Quelques pièces de monnaie et quelques billets tombés ici ou là. La porte de la salle du coffre était encore ouverte. C'est à peu près tout. Dans l'ensemble, c'était très propre. L'inspecteur Boyce comprend qu'il a affaire à des pros. Le hold-up était très bien préparé. Tout prouvait que les suspects s'étaient livrés à une surveillance avant de passer à l'action. Ils connaissaient les lieux, les horaires, et c'était donc logique qu'il ait attaqué juste à l'heure de la fermeture. La police trouve un témoin qui décrit le suspect sautant dans une voiture conduite par une femme aux cheveux bruns et courts. Mais il n'a pas relevé le numéro de la plaque d'immatriculation, donc rien de solide sur quoi s'appuyer. Les équipes du FBI spécialisées dans les attaques de banque se communiquent régulièrement leurs informations sur les affaires non résolues. Il se trouve que Craig Pritchard, le suspect de Scottsdale, correspond à la description globale du braqueur de Durango. Et puis, 5 mois plus tard, encore un jour de fête, encore un hold-up. Le 17 mars 1998, un autre vol à main armée a eu lieu dans la ville d'Aztec, à une 60aine de kilomètres au sud de Durango, dans l'État du Nouveau-Mexique. C'était le jour de la Saint-Patrick. Tout se passe à nouveau comme à Durango. Un homme armé et masqué vide le coffre et attache les caissiers avec des liens souples zippés. Et pendant toute l'opération, il communique par radio avec son complice qui fait le guet à l'extérieur. La description du suspect correspond à Pritchard, ce qui fait au moins un indice pour la police. Les enquêteurs suivent donc leur intuition. Nous avons décidé de contrôler nos interventions de remorquage. Et j'ai trouvé qu'une de nos patrouilles avait remorqué un véhicule sur un parking public situé non loin de la banque, à un pâté de maison plus au sud. Les agents se servent du numéro d'identification du véhicule pour retrouver le premier propriétaire. Celui-ci leur explique qu'il a vendu la voiture peu de temps auparavant à une dénommée Nova Guthrie et à son petit ami. Contactés par la police, les parents de Guthrie, qui habitent dans le quartier, assurent n'avoir pas eu de nouvelles de Nova et de son ami depuis des mois. Les autorités ont désormais 2 suspects. Lorsque Nova téléphone à ses parents, elle apprend que le FBI est venu leur poser des questions embarrassantes. Le couple, que les journaux appelleront les Bonnie and Clyde des temps modernes, repart en quête d'un nouveau point de chute et d'une nouvelle cible. Vous écoutez Interpol, sous influence, 2e partie. Le FBI et toutes les forces de police de l'ouest des États-Unis recherchent Craig Pritchard et Nova Guthrie pour une série d'attaques de banque. Craig Pritchard n'a rien du héros populaire, c'est un dangereux criminel. Le portrait qu'en dressent les médias qui le présentent comme un repris de justice charismatique est largement exagéré. Il préparait bien ses coups. C'était un gars méthodique, il savait ce qu'il faisait. Inspecteur Tom Van Meter. C'est un extrémiste, la catégorie la plus dangereuse. La plupart des braqueurs de banque montrent tranquillement un mot au caissier, s'enfuient avec quelques milliers de dollars et se font prendre assez vite. Pas Pritchard. Cet homme-là tient tous les employés sous son contrôle en les menaçant de son arme. Il y a toujours le risque que le braquage se termine dans un bain de sang. Et pour Tom Van Meter, ce n'est qu'une question de temps. Un jour ou l'autre, un innocent sera tué. Il ne baissera donc pas les bras. J'étais prêt à lancer des contrôles de permis de conduire dans les 50 États tous les 6 mois. À faire surveiller ses enfants, ses proches. C'était une sorte de vengeance personnelle, une question d'honneur. Je devais le trouver coûte que coûte, peu importe le temps que ça prendrait. Mais les truands restent hors d'atteinte de la police, jusqu'à ce qu'ils soient à court de liquidités et décident de frapper à nouveau. Cette fois, dans le nord-ouest, sur la côte Pacifique. Les employés d'une petite banque de Bend, dans l'Oregon, ne se doutent pas que des fauteurs de troubles viennent d'arriver en ville. Le directeur d'agence, Bill Olsen. 2 minutes environ avant 18 heures, je me suis dirigé vers la porte d'entrée pour la fermer, comme je le fais chaque jour. Mais à cet instant même, tout bascule. Il hurlait, il était très agressif.
Il était prêt à nous tuer et nous faire sauter la cervelle si on actionnait l'alarme. Surtout l'alarme silencieuse directement reliée au poste de police. Il suivait tout sur un scanner de police et nous a dit qu'il le saurait aussitôt si on tirait l'alarme. Les employés reçoivent des instructions, se soumettre aux agresseurs pour tenter de survivre. Cela ne sert à rien de jouer au héros et d'essayer de protéger les caisses. Dans ces cas-là, vous devenez très docile. Vous faites ce qu'on vous dit de faire. Lorsque Olsen voit les liens zippés, il se souvient d'un autre enseignement. Quand j'étais petit, je regardais le samedi matin cette émission qui s'appelait, je crois, Sky King. Et une des astuces qu'on nous apprenait, c'était justement ça. Si on doit être attaché, il faut placer ses poignets dans un certain angle, de façon à ce que lorsque la corde ou la lanière est serrée, on n'a plus qu'à faire pivoter ses poignets pour se libérer. L'homme armé ordonne à l'un des caissiers d'ouvrir la salle des coffres et de remplir son sac de gros billets. Il ne voulait que l'argent des coffres. Il nous a dit qu'il ne voulait pas de l'argent des caisses parce qu'il savait très bien qu'elles renfermaient des billets marqués et des alarmes silencieuses. Il se montre très menaçant avec son arme. Il la pointait régulièrement vers les deux autres, pour les faire tenir tranquilles, je suppose. Mais il la ramenait toujours sur ma tête. Nous nous tenions à genoux près des coffres, inquiets quant à notre sort. Allait-il nous tuer tous les trois, ou bien un seul, ou aucun d'entre nous? Le scanner crépite, mais aucun signalement de braquage d'une banque. Du fait que j'étais vraiment très près de lui pendant tout ce temps-là, j'entendais les bruits de fond des policiers et les différents appels qui étaient passés. Une dernière menace de mort, puis le braqueur ouvre la porte et disparaît. Grâce à ses souvenirs de Sky King, Olsen réussit à se libérer. Il aperçoit une voiture de couleur claire en train de prendre la fuite, mais ne peut relever le numéro de sa plaque. Nous avons eu de la chance de ne pas être blessés. Mais cela aurait pu tourner mal s'il avait capté quelque chose qui représentait une menace sur son appareil de contrôle. Je crois qu'il n'aurait pas hésité une seconde à nous descendre tous les trois. Les policiers constatent que le braqueur a dérobé plus de 120 000 $. Mais ils n'obtiennent aucune description précise de l'individu et ne relèvent aucune empreinte. Kurt Koester, inspecteur de police de Bend. Tout indiquait qu'on avait affaire à un braqueur expérimenté. Aussi bien le port des gants que la dissimulation d'identité ou la radio. Ce n'était pas la première fois que cette personne braquait une banque. Seul un pro peut réussir ainsi beaucoup. Vous commencez alors à tout passer au peigne fin, dans l'espoir de trouver une piste qui permette d'identifier le suspect. Malgré une enquête poussée, les enquêteurs sont dans une impasse. Notre crainte, c'était qu'il continue à braquer des banques et qu'un jour un innocent soit blessé. On ne voulait pas que cela se produise. C'était notre plus grande crainte. La description de l'agresseur de Bend correspond bien à Craig Pritchard, l'homme que Van Meter poursuit depuis 2 ans. C'est le seul dossier qui n'ait jamais quitté mon bureau. Il était toujours à côté de moi. Je le consultais à tout moment. Je travaillais sur d'autres dossiers, mais dès que j'avais un moment de libre, je revenais sur celui-là. Qu'est-ce que je n'avais pas fait comme il fallait? Van Meter ne peut rien faire d'autre. Pour capturer Craig Pritchard et Nova Guthrie, il lui faut s'armer de patience dans l'attente d'une nouvelle piste. Mais il est loin d'imaginer que celle-ci est sur le point de se matérialiser devant lui. Le 2 mars 1999, un aumônier pénètre dans le bureau du FBI de Denver, accompagné d'un visiteur surprise. Nova Guthrie a eu des remords. Ses parents l'ont convaincu de se confier à un pasteur qui lui-même l'a persuadé de se rendre. Nova accepte de collaborer avec la police et le FBI, tout en affirmant ne pas savoir où se trouve Pritchard. Elle relate en détail la façon dont ils ont procédé pour braquer les banques dans le Colorado, au Nouveau-Mexique et dans l'Oregon. Tout d'abord, ils ont loué un appartement avec vue sur l'établissement ciblé. Puis, ils ont acheté le matériel dont ils avaient besoin, radio, scanner, masque, etc., par l'intermédiaire de petites annonces dans les journaux et ont tout payé en liquide. Pritchard passait des semaines à préparer chaque hold-up. L'inspecteur Kurt Koester. Il mettait ce temps à profit pour surveiller la banque, noter les heures d'ouverture et de fermeture, l'agencement des lieux,
et décider de l'endroit où devait l'attendre son complice avec la voiture. Il savait où étaient les coffres, à quel moment les employés arrivaient, fermaient l'agence et à quelle heure ils rentraient chez eux. Ils achetaient des voitures d'occasion bon marché parce qu'ils ne pouvaient pas prendre le risque d'attirer l'attention de la police en les volant. Nova était chargé de faire le guet et d'assurer leur fuite en voiture. Ils avaient pour principe de bouger le plus vite possible pour être toujours en avance sur la police. Après chaque hold-up, ils triaient les billets marqués, recherchaient les poches d'encre et les traceurs. Puis, ils brûlaient tout le matériel. Ensuite, ils se procuraient une autre voiture et se séparaient. Par précaution, ils voyageaient toujours séparément. Ils ne communiquaient que par téléphone public ou adresse e-mail provisoire. Les faux papiers d'identité et les faux passeports payés cash leur ont permis de bourlinguer à travers le monde, Canada, Europe, Amérique centrale, sans qu'ils restent jamais très longtemps au même endroit. Guthrie acceptant de témoigner contre Pritchard, le FBI la relâche et la confie à sa famille dans le Wyoming. Cette décision surprend le procureur de l'Arizona, Michael Kemp. Je suppose que les autorités ont pensé que puisqu'elle était venue de son propre gré avec l'intention de coopérer, elle n'allait pas s'envoler s'il la relâchait. Mais personne n'imagine l'emprise que Craig peut avoir sur elle. Les agents filent à Bend, en Oregon, pour inspecter la maison où les deux truands ont préparé leur dernier braquage. Selon Guthrie, ils en sont partis avant d'effectuer le hold-up. Mais la police tient à s'en assurer avant qu'elle ne soit relouée. Il ne suffit pas que quelqu'un vous dise qu'il a fait ceci ou cela. Vous devez pouvoir en apporter la preuve. Ils découvrent dans la cheminée des liens en plastique brûlé et du latex fondu qui avait servi au masque. Un peu partout dans les pièces, ils relèvent des dizaines d'empreintes, dont celles qui les intéressent. Parmi les empreintes que nous avions relevées, certaines ont été identifiées par le laboratoire de la police criminelle de l'Oregon comme étant à coup sûr celles de Craig Pritchard. Les empreintes confirment les aveux de Guthrie, mais ne disent pas où peut bien se trouver Pritchard. Le FBI transmet les informations à tous les services de police du pays et étend leurs recherches à tous les pays du monde. Nous avions besoin de rassembler tous les indices possibles. C'était un travail d'équipe, un jeu d'équipe. C'est comme cela qu'il faut procéder quand on veut réussir. Pritchard peut se trouver n'importe où dans le monde. Il était quelque part sur cette carte et c'était mon travail de le retrouver. Inspecteur Tom Van Meter. Nova Guthrie réserve une belle surprise aux enquêteurs. Un beau jour, elle ne s'est pas montrée à son travail et ils ont trouvé sa camionnette abandonnée sur la nationale. Dans le premier entretien que nous avions eu, elle nous avait dit qu'elle était entrée en contact avec Craig via Internet. Nous avons donc pensé qu'elle y retournerait pour tenter de se remettre en liaison avec lui. Et nous avions vu juste, car c'est exactement ce qu'elle a fait. À nouveau réunis, le couple repart en cavale. Interpol élargit alors la chasse aux deux fugitifs à l'échelle internationale. Mais John Imhoff, ancien chef d'Interpol aux États-Unis, sait que ce genre de stress peut conduire à la panique. Un jour ou l'autre, il allait commettre un meurtre. Quelqu'un finirait par se mettre en travers de son chemin. Il allait rentrer dans une banque où l'agent de sécurité sortirait son pistolet et alors Craig Pritchard serait amené à tuer. Mais Pritchard devra d'abord fuir le plus loin possible. Il ne peut se permettre de rester aux États-Unis avec toutes les forces de police à ses trousses. Cela faisait vraiment beaucoup de monde qui le recherchait. Et il savait qu'en quittant le pays, il leur compliquait sérieusement la tâche. Interpol augmente alors la pression en envoyant des avis de recherche dans le monde entier. La Nouvelle-Écosse au Canada semble être l'endroit idéal pour se cacher, mais les photos de Craig Pritchard et Nova Guthrie circulent sur toute la planète. Et un policier en congé repère les deux fugitifs lors d'un match de hockey. Sachant qu'il est préférable de ne pas les aborder seuls, il va chercher de l'aide. Mais après des années de cavale, Pritchard et Guthrie ont appris à sentir le danger et savent comment réagir. Le temps que les renforts arrivent, ils ont disparu dans la nature.
Nous avions plein de tuyaux, mais chaque fois nous arrivions avec un temps de retard. Parfois, ils voyagent ensemble, puis se séparent pendant quelque temps. Les enquêteurs essaient de suivre la trace de leurs contacts en ligne, mais les fugitifs sont bien trop malins pour ne pas brouiller les pistes. Ils changeaient d'identité et de lieu à la fois à l'intérieur et à l'extérieur des États-Unis. Inspecteur Kurt Custer. Il est très difficile de traquer une personne qui change si souvent d'identité. Le couple infernal sème la police à chaque tournant et demeure hors d'atteinte. Mais les enquêteurs vont faire monter encore d'un cran la pression, réduisant le vaste monde à la taille d'un mouchoir de poche pour Nova Guthrie et Craig Pritchard. Soupçonné de 4 vols à main armée dans des banques, Craig Pritchard est en fuite depuis 2 ans. L'inspecteur Tom Van Meter décide alors de frapper un grand coup. Il fait appel à une émission télévisée très populaire sur les criminels recherchés. Dans le reportage, tout était fait pour attirer son attention. On voyait son ex-femme, on voyait ses enfants en train de jouer au baseball. On avait également ouvert une ligne avec un numéro de téléphone particulier où il pouvait appeler, ce qui devait nous permettre de le localiser. Mais le fugitif ne mord pas à l'hameçon. La police espère néanmoins que l'émission et les opérations à venir conduiront à une nouvelle piste pour retrouver Pritchard et sa complice. On a expédié environ 50 000 prospectus dans tous les États-Unis et leurs photos étaient affichées dans tous les bureaux de poste. En août 2003, enfin, la tactique s'avère payante. Un ressortissant sud-africain, en vacances aux États-Unis, reconnaît les fugitifs sur les photos et prend contact avec le FBI. Selon son témoignage, Guthrie, connu là-bas sous le nom d'Andy, dirige une célèbre boîte de nuit dans la ville du Cap. Son copain, Craig, s'appelle maintenant Dane. On peut même voir des photos de la directrice et de ses employés sur le site internet du nightclub. Sur le site, on a effectivement trouvé la photo de la complice de Craig. Et après comparaison avec celle en notre possession, il n'y avait plus aucun doute. C'était bien elle. Van Meter comprend alors pourquoi l'émission télé n'a rien donné. Quant à l'ancien directeur d'Interpol, John Imhoff, il n'est pas surpris que le couple se soit installé en Afrique du Sud. Craig Pritchard a choisi cette destination parce qu'il savait qu'il y avait beaucoup d'expatriés en Afrique du Sud. Et comme il parlait la langue, quelle que soit l'identité qu'il prendrait pour essayer de se fondre dans la masse, il avait beaucoup moins de chances d'être soupçonné de détenir de faux papiers. Les services d'Interpol et le FBI se mettent au travail. Ils contactent les autorités du Cap. Les flics sont toujours des flics. Alors quand un braqueur de banque qui se cache dans votre pays est réclamé par un autre pays, vous ne vous posez pas de questions. Vous faites ce qu'il faut pour que ce type soit jugé. Les agents d'Interpol en Afrique du Sud doivent agir vite et avec discrétion. Nilton Mendes, du bureau d'Interpol au Cap. Nous savons que le monde est très vaste. Aujourd'hui, ils sont ici, en Afrique du Sud, mais demain, ils peuvent être ailleurs. Et il est très facile de changer d'identité, d'obtenir de faux passeports. Nous devons donc être à la fois vigilants et prudents, prendre garde à ce qu'ils ne nous échappent pas. Des policiers du Cap, accompagnés d'agents du FBI, surveillent la boîte de nuit en espérant voir apparaître le couple. L'attente ne sera pas bien longue. L'inspecteur principal Dietmar Koberger aperçoit une femme qui correspond à la description de Guthrie et remarque qu'elle a un soleil tatoué dans le dos. J'ai aussitôt demandé à l'agent du FBI qui était avec moi de contacter les bureaux du FBI aux États-Unis pour vérifier que cette personne portait bien un tatouage. C'est le cas, effectivement. Et cela confirme qu'il s'agit bien de Nova Guthrie. La police du Cap espère maintenant qu'elle va les conduire à Pritchard. Et c'est ce qu'elle fait, en se dirigeant droit à l'appartement qu'elle partage avec lui en ville. Il ne reste plus alors qu'à déterminer comment arrêter le couple sans qu'il y ait de blessés. Comme des animaux pris au piège, les criminels deviennent de plus en plus dangereux au fur et à mesure que les circonstances s'aggravent.
Plus leur situation est désespérée, plus le risque est important. Les enquêteurs prennent leur temps. Durant plusieurs jours, ils observent les habitudes du couple afin de pouvoir les coincer tous les deux au moment où ils sont le plus vulnérables. Nova et Craig observent une série de codes destinés à déjouer toute surveillance policière. Par exemple, chaque fois que Guthrie rentre du travail, elle téléphone à Craig. Elle l'informait qu'elle était en route. Il allait alors sur le balcon et jetait un coup d'œil alentour pour vérifier qu'elle n'était pas suivie. Malgré ce système de défense, les policiers du Cap réussissent à les surveiller sans se faire repérer. Et quand ils pensent en savoir suffisamment, ils décident d'intervenir. Une équipe prépare l'arrestation. Celle-ci aura lieu pendant que les fugitifs seront tranquillement en train de regarder la télévision chez eux. Pritchard sera prêt à tout et sans doute armé. On peut donc supposer à juste titre qu'il est capable de tuer pour sauver sa liberté. On était à cran et très remonté. Tout pouvait arriver. Cela pouvait aussi bien se passer en douceur qu'être un carnage. Quand vous procédez à une arrestation, il faut toujours s'assurer que la surprise joue en votre faveur. Et ça marche. Pritchard se fait prendre au dépourvu. J'ai surgi dans la pièce et je leur ai dit qu'ils étaient recherchés aux États-Unis pour plusieurs vols à main armée dans des banques. J'ai pris soin de les appeler par leur prénom de naissance, Craig et Nova, plutôt que par leur pseudonyme. Le seul fait qu'ils répondent à ces prénoms confirmait que nous avions affaire aux bonnes personnes. Grâce à la coopération d'Interpol, après 2 semaines de traque, la police du Cap peut enfin mettre la main sur Craig et sa complice, Nova Guthrie. L'opération s'est déroulée sans incident. Nilton Mendes est responsable du service des extraditions dans les bureaux d'Interpol en Afrique du Sud. Nous essayons de faire en sorte que le monde se resserre comme un étau autour des fugitifs. Ils doivent savoir qu'ils peuvent toujours essayer de fuir, mais qu'à coup sûr, un jour ou l'autre, ils se feront prendre. Van Meter attend ce moment depuis 2 ans. Il faut maintenant que les fugitifs soient renvoyés aux États-Unis. Nous avons vérifié que les formulaires étaient bien remplis et prêts à être expédiés, afin que la procédure d'extradition puisse avoir lieu rapidement, sans encombre, et qu'ils quittent l'Afrique du Sud le plus vite possible. Pritchard demeure en prison jusqu'à ce que l'officier de police fédéral vienne le chercher. Pour Pritchard, tout cela n'était en fin de compte qu'une question d'argent. Mais Guthrie en faisait une affaire plus personnelle. Elle s'en est ouverte à Brenda McLaughlin, magistrate suppléante, lors du voyage de 20 heures qui l'a ramenée aux États-Unis. Je n'étais là que pour le voyage. Je n'avais pas l'intention de lui soutirer des informations. Mais elle m'a spontanément dit qu'elle se rendait compte qu'elle avait commis une erreur, mais qu'elle était néanmoins prête à tout recommencer pour être avec Pritchard. Nova Guthrie plaide coupable. Elle est condamnée à 10 ans de prison. Le cerveau de l'opération, Craig Pritchard, plaide lui aussi coupable et écope de 22 ans et demi de prison. Il est par ailleurs condamné à verser $200 000 de réparation aux banques. Nous avons fini par le retrouver. Inspecteur Tom Van Meter. J'en avais fait une affaire personnelle. Quand je commence à rechercher des criminels violents, ce qui me préoccupe avant tout, ce n'est pas tant la satisfaction de les attraper, mais celle de pouvoir dire aux victimes « Voilà, j'ai enfin réussi à lui mettre la main dessus, et maintenant il ne vous nuira plus. Il ne fera plus de mal à personne. Tout ça est bel et bien fini. C'est du passé. » Selon la police, Craig Pritchard a braqué une douzaine de banques à travers tous les États-Unis et s'est emparé de centaines de milliers de dollars. Ces actes criminels ont semé la terreur dans tout l'ouest des États-Unis, mais grâce aux efforts conjugués d'Interpol et des services de police du monde entier, il passera les 20 prochaines années derrière les barreaux.